La neige. Par contre, il paraît qu'il y a un super resto. Vers le blanc, il y a Pizza Belle, je ne sais pas si vous avez vu. Alors par contre, il y a un truc, c'est qu'en basse lumière aussi, ça, c'est pas joli. Hein. En basse lumière, ça fait plein de... Simon a 60 ans, enfin presque. C'est absolument normal. Cette échéance, qui rime pour lui avec la fin du travail salarié, l'enthousiasme vraiment. Lui qui court après le temps depuis des lustres, il se dit qu'il va pouvoir enfin accomplir tous ses projets en panne. Je pense que je vais me casser la figure, filmer en montant l'escalier. Bon, qu'est-ce qu'on prend comme pain? Il faut rentrer dedans puis voir ce qu'il y a. Hein. Ouais. Est-ce qu'il en reste pour ce soir ou pas du tout? De quoi? Du pain. Julien, son grand-père, lui a enseigné autrefois ce proverbe chinois. Plutôt que de fulminer contre les ténèbres, il vaut mieux allumer une petite lanterne. Simon a adopté depuis toujours cette maxime. Oh, vous faites chier, critiquer toujours mes bougies. Pour ranimer cette petite lanterne, il songe parfois à revenir vers la ville de sa jeunesse qu'il a délaissée depuis longtemps. Elisabeth estime que Simon ressent le besoin, bien qu'il s'en défende, de remonter le temps, de renouer les fils d'amitié lointaine, presque perdus. Des fils rompus ou seulement effilochés depuis des dizaines d'années, mais des fils qui, même apparemment coupés, continuent pourtant de conduire de mystérieux fluides entre des êtres séparés pendant des périodes étonnamment longues. Cet après-midi, on refera du sport. Du sport? Bah oui, moi je veux absolument éclaircir cette histoire de sport. Elisabeth, qui se targue d'être sans racines, le regarde d'un œil amusé et attendri, se lancer dans ce travail impossible, retrouver les amis d'autrefois. Pourtant, ce n'est même pas Simon qui est à l'origine de cette recherche à rebours. Le 6 juillet 2009, il reçoit un message qu'il manque jeter à la poubelle quand Elisabeth, passant près de lui, jette un coup d'œil sur l'écran et s'étonne qu'il ait des nouvelles de Pierre-Yves Roland. Simon la regarde, interloqué, car dans les années 70, quand il partageait un appartement avec Pierre-Yves et Pierre-Jean, il ne connaissait pas Elisabeth. Mais il lui a montré des films et des photos, et il lui a raconté tant de fois l'épopée du collectif des Feuillants. De fil en aiguille, il retrouve donc, grâce à Pierre-Yves, la trace de quelques-uns de ceux dont il a été proche à l'époque. Ils prennent date pour une rencontre officielle à l'automne, dans la ville où est né Simon. Vous êtes arrivé à terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Le 8 octobre, Simon prend le train pour aller rencontrer un adhérent de l'association dans la ville voisine. S'éloignant de la gare en tramway, il se rend compte avec affolement que malgré les exhortations d'usage, il ne s'est pas assuré de n'avoir rien oublié dans le train. Il y a tout bonnement laissé sa caméra. Les quelques démarches qu'il tente pour la retrouver n'ont évidemment aucun succès. Simon est désespéré, car il ne voit pas désormais comment garder une trace de la rencontre programmée. Elisabeth a une idée. Elle propose à Simon d'emprunter le téléphone caméra d'Antoine, grand amateur de gadgets high-tech. 2 jours plus tard, Simon se trouve donc aux prises avec ce drôle d'appareil qui produit un très agaçant bling-blong au démarrage et à l'arrêt et avec lequel il a du mal à faire des images correctes. Oui, absolument. J'ai cru que c'était un appareil photo qui faisait caméra. Ah non, c'est non, un c'est téléphone. C'est un téléphone caméra. Ça, tu peux te filmer dans la... Voilà, c'est ce que je suis en train de Ah faire. ouais, d'accord. Tu dois faire un film sur quoi? Ah ben, ce que je Sur ce qu'il veux. veut, mais avec ça. C'est Elisabeth qui trouve grâce à la toile un gîte urbain à louer au dernier étage d'un immeuble du quartier années 30 où Julien, le grand-père de Simon, tenait un bureau de tabac. Ils ont emmené avec eux la petite. Elle apprécie beaucoup le balcon et a vite compris à quoi servait l'ascenseur.
Dès qu'ils partent voir un film ou visiter un musée, la petite grimpe sur le canapé, malgré l'interdiction formelle qu'elle ne respecte que lorsqu'ils sont présents. Dès qu'elle entend l'ascenseur qui signale leur retour, elle descend en douce de la banquette et, image même de l'innocence, les accueille en aboyant. Après tant d'années, Simon est très anxieux à la perspective de retrouver Pierre-Yves et Pierre-Jean et leurs épouses qu'il ne connaît pas. Elisabeth redoute aussi cet instant, mais pour d'autres raisons. Au moment où germe l'idée de ces retrouvailles auxquelles vont participer également Jean et Loredane, il est évident pour tous qu'ils doivent se donner rendez-vous pour un déjeuner local au restaurant chez Simon. Elisabeth et Simon sont venus à pied, Jean et Loredane dans leur nouvelle voiture italienne immatriculée à Bergame, Pierre-Yves et Lucie en tramway. Quant à Pierre-Jean et Marion, ils ont pris le métro. Pourtant, les 4 couples arrivent exactement en même temps, chacun par une des branches du carrefour où se situe chez Simon. Le décor de la salle, et par chance le nom, rien n'a changé depuis l'époque où cet établissement était leur quartier général. Tout est pareil, sauf le patron actuel, qui ressemble à François Truffaut, ce qui semble un bon présage pour ce rassemblement de cinéphiles. Au début des années 70, c'est un bistrot de quartier avec un flipper Gottlieb qui claque facilement et une arrière-salle où l'on peut venir manger des frites jusqu'à 2h du matin. Devant chez Simon, tout le monde reconnaît tout le monde, enfin presque. Simon n'a jamais rencontré les compagnes de Pierre-Yves et Pierre-Jean. Elle, en revanche, identifie aussitôt Jean, Simon et Loredane, car elles ont tellement entendu parler du collectif des Feuillants, peut-être même un peu trop. Elisabeth se tient en retrait, partagée entre le plaisir qu'elle éprouve de la joie de Simon et un sentiment d'appréhension face à ceux qu'elle ne connaît pas et qui représentent tant pour lui. Que vont-ils penser d'elle ? Vont-ils la rejeter comme tel autre des copains d'avant, dont l'hostilité, toujours présente, lui est si difficile à supporter ? En 1970, Simon a 20 ans et déjà il gagne sa vie, comme on dit. En réalité, il a surtout l'impression de la perdre, sa vie, entre les murs de l'appartement familial. Un jour, après des recherches menées en secret avec des amis étudiants, il annonce à sa mère Lucienne son intention de déménager. C'est l'occasion d'une scène pénible, car Lucienne n'imaginait pas une seconde le départ de Simon. Elle le traite d'égoïste, s'essaye au chantage affectif, en lui demandant ce qu'elle va devenir s'il l'abandonne, avec tous les soucis qu'elle a, et puis sa petite sœur, Florence, dont il faut s'occuper. Parce que quand même, ça sera un wok jaune-orange, et assorti à la cuisine, c'est jaune-orange. Mais Simon insiste. Les 3 garçons, Simon, Pierre-Jean et Pierre-Yves, emménagent donc au 24 Petite Rue des Feuillants en septembre 1970. Après les effusions d'usage, un moment de gêne s'installe entre eux. Comment reprendre une conversation interrompue depuis plus de 30 ans ? Simon redoute plus que tout de se retrouver face à de parfaits étrangers. Avoir vécu quelques mois côte à côte, 30 ans plus tôt, cela suffit-il à créer des liens indissolubles ? Surtout qu'à l'époque, les adieux ne se sont pas déroulés dans une atmosphère de franche cordialité. Parce que, précisément, ces mois passés ensemble ont été très intenses, mais aussi fertiles en conflits et en mésententes. Simon et ses amis vivent à l'époque sous l'emprise d'une utopie magnifique, mais très naïve, selon laquelle on doit pouvoir facilement vivre ensemble à 2, 3, 5 ou 20 et constituer des communautés harmonieuses où la personnalité de chacun s'épanouirait librement, tout en se dissolvant toujours plus dans le grand tout commun. Depuis l'université américaine où il poursuit ses études d'informatique musicale, Jean se rend bien compte de l'aspect naïf de cette tentative, même s'il profite de chacun de ses retours en France pour rendre visite au collectif des Feuillants.
Au cours d'une de ces soirées, il fait la connaissance de Loredane, correspondante italienne d'Hélène. Un an plus tard, Jean et Loredane décident de vivre ensemble à Bergame et les liens entre eux et Simon ne se sont jamais distendus, peut-être parce qu'ils n'ont participé que de loin à cette expérience collective. Le fait est qu'il a suffi de 2 ans et demi pour que la colonie éclate et que chacun s'éloigne selon sa propre trajectoire. Contre les ténèbres de l'individualisme, la petite lanterne défeuillant n'aura pas été assez forte. On aurait pu croire que l'orientation permettrait Et pourtant, dès qu'ils sont tous assis à table, la conversation reprend entre eux tout naturellement, comme s'ils s'étaient quittés la veille. Au grand étonnement de tous, Pierre-Yves déclare qu'il n'a jamais, depuis tout ce temps, perdu leurs traces. Même s'il n'a pas essayé de les contacter, il suivait de loin en loin la trajectoire de Jean, de Simon, de Pierre-Jean et de quelques autres, par des voies indirectes et plus récemment grâce à la toile. Ils apprennent aussi que Pierre-Yves et Lucie ont travaillé de longues années dans la même fabrique de jouets et qu'ils ont été licenciés sans ménagement en 1990 suite à la délocalisation de la production en Chine. Depuis, ils ont ouvert un gîte dans la montagne où tous espèrent se retrouver l'hiver prochain. Pierre-Jean connaît l'existence de Hier est un film et possède plusieurs livres des éditions du Brasier. Marion a particulièrement aimé le recueil de nouvelles écrites par Mathieu et elle aimerait bien faire sa connaissance. Actuellement, Pierre-Jean expose au sein de la grande manifestation d'art contemporain locale une pièce intitulée « J'ai peur du noir ». Il s'agit d'une sorte d'énorme oiseau en plexiglas transparent et irisé, évoquant plus ou moins un albatros prenant son envol. À l'intérieur de l'oiseau sont collées des reproductions agrandies de centaines d'emails qu'il a reçus des 4 coins du monde, émis par des correspondants à qui il a demandé d'écrire ce que leur évoque la peur du noir. Elisabeth et Simon ont vu le travail de Pierre-Jean et ils en sont très enthousiastes. Simon est épaté parce que la peur du noir recoupe si bien ses propres obsessions relatives aux ténèbres et aux petites lanternes. Pierre-Jean confirme qu'il ne s'agit pas d'un hasard, car le fameux proverbe chinois souvent cité par Simon est gravé dans sa mémoire. Jean demande à Pierre-Jean pourquoi il n'a pas conçu un environnement musical ou sonore pour son installation. Pierre-Jean, intéressé, propose alors à Jean de collaborer avec lui sur un prochain travail. Donc le son, je sais où il est, je sais comment il s'appelle, mais on ne peut pas l'effacer. C'est impossible. Enfin, du moins, j'ai pas trouvé. Le premier aménagement des 3 garçons dans l'appartement des Feuillants consiste à creuser un trou dans le mur de la cuisine pour transformer le couloir en salle de projection. C'est ici qu'a lieu, en mars 1971, la première mondiale de leur œuvre cinématographique collective, intitulée « Les os de la nuit », qu'ils ont tournée en 16 mm noir et blanc muet, grâce à la paillard Bolex d'Antoine. À cette époque, Simon se considère comme un rebelle. Là c'est police, plan 1, prise 2. Et action! À partir de maintenant, tout ira pour le mieux. Plus rien ne pourra arrêter le peuple. Nous aurons enfin une société faite de liberté et de justice. Comme l'avait prédit Lénine, le prolétariat régnera. Oncle Anouche, t'as passé combien de temps en prison? Sous le pseudonyme de Pierre, il milite, à l'instar de Jean, dans une organisation d'extrême gauche. Mais il n'y est pas toujours à l'aise, car il est le seul du collectif des Feuillants à avoir une activité politique. Et bien qu'il s'en défende, Simon-Pierre a du mal avec la morale révolutionnaire lénino-stalino-maoïste affichée par ses camarades. En d'autres termes, ses camarades ne sont en général pas ses amis, et ses amis ne sont pas vraiment des camarades, exception faite de Jean, bien entendu. Ça a disparu, les papillons. Quand le repas se termine, Elisabeth est perplexe. C'est Pierre ceci et Pierre cela qui l'ont accueilli comme une des leurs. Sont-ils vraiment les mêmes que ceux qui vivent dans les souvenirs de Simon? Peut-on reconstruire, 30 ans après, ce qui n'est peut-être après tout qu'un beau souvenir d'autrefois?
Simon a presque 60 ans. Enfin, c'est ce que tout le monde dit autour de lui. Mathématiquement, c'est incontestable. Pourtant, Simon, malgré sa formation scientifique, a du mal à y croire. Pour lui, il a 25 ou 30 ans, guère plus, parfois moins. Depuis quelques années, il a même l'impression de rajeunir, comme ce héros de Francis Scott Fitzgerald qui vit son existence à l'envers. Simon ressent en fait un décalage de plus en plus grand entre l'âge qu'il a et celui qu'il croit avoir. Il pleut très fort sur ma ville, je piétine dans les flaques d'eau, je dis bonjour à tout le monde, en soulevant mon chapeau. Un mec en vélo s'arrête, trempé jusqu'aux os, il voudrait me raconter pourquoi il a le cœur gros, alors on va au café. C'est pour fêter cette nouvelle jeunesse qu'il a proposé à ses amis de se retrouver dans la maison de famille, située non loin de cette ville où Elisabeth et lui ont habité pendant 25 ans. Le jour dit, Jean-Christophe et Émilie retrouvent Jean et Loredane à 4 heures pile de l'après-midi, devant la maison de famille d'Elisabeth et Simon. Mais Mathieu n'arrivera que le lendemain, car il doit réparer une fenêtre endommagée par un fort coup de vent local. Loredane a amené des bucatini et de l'huile des olives de son village. Jean s'est occupé du fromage. Jean-Christophe sort un carton de vin blanc et Émilie une cocotte en fonte dans laquelle elle a préparé un agneau de 7 heures aux fruits secs. Mathieu doit apporter une truffe trouvée par hasard au pied d'un noisetier situé derrière sa maison et une terrine de foie gras. Elisabeth et Simon se sont chargés des langoustes, indispensables pour un réveillon digne de ce nom. Tu mets ça mercredi, croissant au jambon, paella. Enlève la paella en entrée, c'est quoi? C'est pas discret. Après les agapes et les visites du patrimoine local, ils organisent quelques séances de travail pour faire le point sur les activités de Hier est un film et des éditions du Brasier, et plus généralement sur leurs projets pour l'année qui commence. Là, ils ont fait le même, mais en bois. Non, c'est du PVC. Loredane explique qu'à Bergame, le hangar dont ils disposent pour stocker les films récupérés a tendance à être humide, ce qui pose un problème. Quand c'est à Cahors, c'est au Mont-Saint-Cyr. Jean-Christophe et Elisabeth proposent de mettre en place un nouveau logiciel pour la gestion des adhésions. Jean leur fait écouter l'ébauche de l'environnement sonore qu'il prépare pour la prochaine œuvre de Pierre-Jean. Émilie, Mathieu et Simon discutent de la meilleure façon de classer et conserver leurs archives, ce qui fait doucement rire les autres. Devant vous, la direction de Bélabre, derrière celle de Poitiers, en contrebas la rue de la Poterne, tandis qu'à droite, la rue Saint-Étienne. Mathieu est très satisfait des ventes du dernier livre écrit par Antoine, une sorte d'autofiction racontant la vie d'un cinéphile acharné. Simon donne à Mathieu les coordonnées de Pierre-Jean et Marion, qui aimeraient bien faire sa connaissance. Pas trop oui, mais de quelle région? Comment ça? Non. Ils tombent tous d'accord pour aller passer une semaine dans le gîte de Pierre-Yves et Lucie au mois d'avril prochain. Ma maison est bien vieille, je ne sais pas quel âge elle a. Et comme chaque année, Simon et Elisabeth font part de leur intention d'agrandir leur maison. Mais ils ne voient pas les choses de la même façon. Ma maison dort sous le lierre et la musique. Simon se trouve devant un dilemme qu'il n'imaginait même pas il y a 5 ans. Simon est un homme de la ville, un citadin. Il est né en ville, a grandi en ville. Elisabeth aussi d'ailleurs. Ils ont toujours vécu en ville. Enfin, presque toujours. En 1960, les parents de Simon achètent un terrain à la campagne dans l'intention d'y faire bâtir une maison. Mais ce projet ne verra pas le jour à cause de leur divorce. Ma maison, où est la tienne? Mais tu n'es pas encore là. En 1978, Elisabeth et Simon louent une maison de campagne dans le pays des 1000 étangs. Simon y établit son premier potager
Mais ces choux de Bruxelles sont dévorés par une vache égarée. L'absinthe. Depuis 1995, ils ont acquis une bourrine entre forêt et marais, si près de l'océan, qu'on s'y endort au rythme du ressac. Pourtant ma maison est toute verte, avec des arbres sur le toit. C'est le soleil qui la réchauffe, et c'est la pluie. Mais aujourd'hui, Simon a de plus en plus souvent le sentiment d'être assis entre deux chaises. C'est vous qui allez indiquer quel est l'avenir que vous souhaitez pour notre agglomération. Quand il est dans la grande cité, il n'a qu'une envie, fuir et se retrouver loin des villes et loin des maisons, suivant le titre d'un poème qu'il avait écrit à 18 ans. Nous avons beaucoup de personnes qui habitent ailleurs. Mais s'il se sent toujours bien à la campagne, il ne peut se passer du tourbillon de la ville, des cinémas, des bistrots, des gens dans le tramway ou le métro, des musées, des rues commerçantes noires de monde. Cela crée des tensions, voire des disputes entre Simon et Elisabeth qui lui reprochent d'hésiter sans cesse, de toujours désirer tout et le contraire de tout. Elle, et c'est peut-être son côté sans racine, se sent bien à peu près partout, sous réserve que l'océan soit le plus près possible. Parmi les multiples tâches qu'il s'est assignées pour ses vacances prolongées, Simon voulait se consacrer à mettre de l'ordre dans ses propres archives, stockées dans une vingtaine de cartons plus ou moins bien rangés au fond du grenier. Plus d'une fois, Elisabeth a pressé Simon de mettre de l'ordre dans cette énorme collection, composée de diapositives, de négatifs, de photos plus ou moins classées dans des enveloppes Kraft, mais aussi de films Super 8, 16 mm et 9,5, dont certains datent des années 20, quand le grand-père d'Elisabeth s'était lancé dans le cinéma d'amateur. Elisabeth essaie sporadiquement de s'atteler à la tâche, mais renonce devant l'énormité du travail qui s'ajoute à ses activités multiples au sein des éditions du Brasier. C'est dans le carton marqué « Photo couleur 70-80 » que Simon met la main sur une grosse enveloppe intitulée « Pas très intéressant, plus divers », ne contenant que des photos en noir et blanc, plus quelques clichés tirés sur du papier coloré en bleu ou en rouge, comme cela se faisait à l'époque. Simon passe toute une après-midi à redécouvrir avec émotion des images qu'il n'a pas vues depuis au moins 20 ans. Le lendemain, Simon est sorti, laissant cette enveloppe sur la table basse. Elisabeth en regarde distraitement le contenu et tombe sur la photo représentant Simon et Sylviane, au temps de la petite rue des Feuillants. Ils y figurent tendrement enlacés. Tu règles l'exposition en manuel. Entre eux, on aperçoit une chose noire et poilue. C'était le chien de Sylviane, baptisé Lapin, à cause de ses oreilles, et parce qu'il se déplaçait vraiment comme un lapin quand il n'était encore qu'un chiot maladroit. Elisabeth reste pensive devant cette image. Une vieille blessure se rouvre en elle, qui distille des effluents de jalousie. En même temps, elle essaie de se convaincre que sa réaction est absurde, que cette photo a surgi d'un passé lointain et révolu. D'ailleurs, elle n'a jamais su précisément ce qui s'était passé entre Simon et Sylviane. Peut-être rien. Et quand bien même, s'il s'était passé quelque chose. Quelle importance cela aurait-il pu avoir à l'époque? Quelle importance cela peut-il avoir aujourd'hui? Finalement, Elisabeth glisse discrètement la photo dans l'enveloppe, se disant qu'elle parlera de cela avec Simon, certainement, mais pas aujourd'hui, la semaine prochaine, quand le moment se présentera. Simon a 60 ans et il lui vient des craintes, des nostalgies. Les copains des Feuillants, les maisons du bord de mer, la ville où il a grandi, où est cette lanterne qui doit éclairer les ténèbres? À bien y réfléchir, il éprouve parfois une certaine gêne à prononcer cet aphorisme. Est-ce qu'il ne conviendrait pas aujourd'hui de déclarer haut et fort: plutôt que d'allumer une petite lanterne, il vaut mieux fulminer contre les ténèbres, ou mieux, fulminer les ténèbres?
Le mot fulminer est magnifique, jupitérien, presque magique. Simon s'est d'ailleurs rendu compte, après quelques recherches grammaticales, que le verbe fulminer peut s'employer transitivement, à la condition, évidemment un peu limitative, d'être pape. Seul le pape, en effet, a le loisir de fulminer les ténèbres, de pulvériser, d'atomiser, de désintégrer le mal. Parfois, Simon aimerait bien être pape. Et il en veut régulièrement à celui-ci de ne pas utiliser aussi souvent qu'il le faudrait cet immense pouvoir de fulmination dont il dispose. En attendant d'être pape, il a décidé que son prochain film s'appellerait ainsi. Il fait du vent sur ma ville. Cette fois on va travailler. Je passe chercher les copains. On emporte tous à manger. On va repeindre l'école en rouge, orange et violet. Comme elle sert plus à personne, on en fera un cabaret. Un gosse du coin vient nous voir. Il met sa vache dans le pré. Il nous explique que son père voudrait venir nous aider.